Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Je suis ravie de vous retrouver sur Caféine et de vous partager ma conversation avec Marion, commissaire-priseur. J'étais ravie d'interviewer Marion car le métier de commissaire-priseur m'était totalement inconnu et j'étais curieuse de comprendre les dessous de ce métier. Avec Marion, nous avons parlé de son parcours, de son quotidien, de ses différentes activités, que ce soit l'expertise de biens ou les ventes aux enchères, et nous dévoile les secrets de ce métier encore trop méconnu. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation. Bonjour Marion. Bonjour Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Caféine. Alors Marion, tu es commissaire-priseur et je ne te cache pas qu'en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes ne savaient pas exactement en quoi consistait ton métier. Alors est-ce que tu peux commencer par nous expliquer en quoi consiste le métier de commissaire-priseur ? Alors effectivement, c'est un métier qui n'est pas hyper connu finalement. Et effectivement, il y a plein de gens, soit qui savent pas trop en quoi ça consiste, soit qui savent directement et qui, en général, en parlent en disant « j'aurais adoré faire ce métier ». C'est un métier qui est un petit peu particulier parce qu'il y a deux volets. Il y a le métier de commissaire-priseur volontaire et le métier de commissaire-priseur judiciaire. Et parmi ceux qui connaissent ce métier, il y a ceux qui souvent ont la vision du commissaire-priseur judiciaire, qui est un petit peu comme un huissier de justice dans leur idée, et donc qui va s'occuper de toutes les ventes sur saisie, liquidation judiciaire, etc. D'accord. Donc ça, c'est un volet que moi, je pratique pas personnellement. J'ai l'examen, mais je le pratique pas. Et le volet de commissaire-priseur volontaire, qui, lui, consiste à organiser des ventes aux enchères publiques de meubles et objets d'art, enfin meubles au sens juridique du terme, donc le contraire d'immeubles, en vente aux enchères. Et donc après, ça consiste effectivement à organiser cette vente, donc à réaliser des inventaires à domicile, des estimations, des prisées, et puis prisées pour donner un prix, estimation, et puis ensuite organiser toute la vente, donc de la photo au catalogue, donc à la fiche de l'objet, aux recherches que peut-être l'objet nécessite de faire pour pouvoir être décrit correctement, à la vente, et puis ensuite à la délivrance des lots, etc., etc. Et c'est toi qui choisis les objets que tu souhaites vendre Alors ce serait l'idéal, mais non, pas forcément. C'est un peu en fonction de ce qu'on nous amène quand même. Alors après, il y a certains objets qu'on cherche un peu, c'est-à-dire qu'on peut aussi être proactif dans la recherche pour les ventes volontaires et donc faire de la publicité, des publicités d'appel en disant qu'on organise une vente sur tel ou tel thème et donc amener les gens qui auraient un objet potentiellement en accord avec le thème à nous les amener. Après, sinon, c'est vrai que c'est un petit peu en fonction de ce que les gens nous amènent et de ce sur quoi on tombe. Et parfois, on a des super surprises et parfois, on peine un peu à organiser une vente et à réunir le nombre de lots nécessaires pour le faire, quoi. D'accord. Voilà. Et justement, j'aimerais comprendre comment est-ce qu'on devient commissaire-priseur. Est-ce que c'était une vocation pour toi ? Alors, pas forcément. Je pense que pour beaucoup, ça l'était. Moi, pas forcément. C'est-à-dire que j'ai un peu traîné à savoir ce que je voulais faire. Donc, c'est venu assez tard. Après, c'est vrai que c'est quand même un métier que j'avais découvert assez tôt dans mon enfance, puisque mes parents achetaient en salle des ventes. Donc, je suis originaire d'une petite ville en Bourgogne. Donc, il y avait un commissaire-priseur, un hôtel des ventes avec des ventes le week-end. Donc, c'est vrai que nos parents nous traînaient tous les trois à la salle des ventes le dimanche en général. Parce qu'ils étaient collectionneurs ou... Pas forcément collectionneurs, c'est un peu fort comme mot, mais oui, ils étaient en tout cas amateurs d'objets anciens. Ils ont une maison, donc voilà, des meubles, des objets d'art, des tableaux, un petit peu de bijoux de temps en temps. Donc voilà, mes collectionneurs, c'est un peu fort. Il n'y avait pas un thème en particulier, C'était plus pour meubler et décorer la maison et pour le plaisir. Donc voilà, j'avais découvert ce métier assez tôt, mais c'est venu ensuite assez tard comme vocation. Donc j'avais commencé par le droit, en sachant pas vraiment ce que je voulais faire. Enfin, je le raconterai peut-être après dans mon parcours, mais et puis c'est venu assez tard, et donc après je me suis orientée vers l'histoire de l'art et j'ai passé l'examen. C'est un examen en fait national qui est organisé par le Conseil des ventes volontaires, qui est un peu notre conseil de l'ordre, comme si on pouvait comparer aux médecins ou aux avocats, et qui organise la formation. Et donc il faut avoir fait du droit et de l'histoire de l'art pour pouvoir passer l'examen.
Et une fois qu'on a l'examen d'entrée, on a 2 ans de stage avec un examen intermédiaire pour pouvoir passer en 2e année et ensuite un examen de sortie. Et à l'issue de cet examen de sortie qui nous donne l'habilitation pour organiser des ventes volontaires, on peut passer l'examen de judiciaire pour pouvoir cette fois organiser des ventes judiciaires, donc sur saisie, liquidation, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Et au moment où tu as commencé à faire une fac d'histoire de l'art, tu savais déjà que tu voulais être commissaire-priseur ? Oui, ça oui, par contre. Je me suis vraiment orientée en histoire de l'art à partir du moment où j'ai eu le petit déclic de me dire que je voulais devenir commissaire-priseur. Ouais. Et à quel moment tu l'as eu justement, ce déclic ? Alors ça, c'est vraiment un concours de circonstances un petit peu fou quand j'y repense. En fait, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. J'avais commencé par une prépa Sciences Po après mon bac parce que justement, je savais pas ce que je voulais faire et que j'étais un peu arrivée là par hasard en me disant Sciences Po c'est pas mal, ça reste généraliste et on verra bien, ça me laissera l'occasion soit de me spécialiser plus tard, soit de changer après, d'avoir des passerelles, etc. Et puis comme j'avais pas eu les concours des IEP, je m'étais inscrite en droit parce que tous mes copains de prépa allaient en droit, tous mes copains de prépa qui n'avaient pas eu Sciences Po allaient en droit. Et donc j'ai fait première année, 2e année, 3e année, 4e année de droit. Et au milieu de la 4e année, je suis allée à un salon de l'étudiant, porte de Champéret, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, toute seule, un samedi, un peu avec mon désespoir en me disant mais qu'est-ce que je vais faire, parce que tous mes copains commençaient à parler du barreau, de passerelle vers les écoles de commerce ou de master 2, etc., de droit très spécialisé. Et moi je savais que vraiment je voulais pas un métier juridique, j'aimais bien le droit finalement par défaut, mais j'aimais bien. Mais je voulais pas faire un métier juridique pur et dur, donc voilà, je cherchais. Et puis à ce salon de l'étudiant, je tombe sur un coin d'une allée, une école une école des marchés du droit, pas du droit d'ailleurs, mais du marché de l'art, ou en tout cas des métiers de l'art, etc. Et je discute avec la directrice, je crois, à qui j'explique que je sais pas quoi faire et qu'à ce moment-là, je pensais peut-être à une école de communication, ou voilà. Et elle me dit que mais qu'est-ce que je vais aller faire en école de communication, que toutes les filles de mon âge en ce moment veulent faire ça, qu'on va être des centaines à postuler au même poste et qu'on aura du mal à trouver, etc., etc. Et puis je sais pas comment, de fil en aiguille en discutant avec elle, je reviens à l'idée que peut-être à un moment au lycée, donc en seconde ou première, j'avais pensé à faire ce métier parce que j'avais fait des stages ou que je bossais le dimanche justement chez le commissaire-priseur ami de mes parents et que j'aimais beaucoup ça. Mais j'avais oublié entre-temps parce que j'avais fait un bac S, parce qu'après j'étais allée en droit et donc ça m'était complètement sorti de la tête. Et je lui dis que c'est vrai qu'à un moment j'avais peut-être pensé à faire commissaire-priseur. Elle me dit mais commissaire-priseur c'est génial. Et là je me dis mais pourquoi j'ai oublié ça, mais comment ça se fait que j'ai oublié ce truc-là ? C'était super, ça me plaisait beaucoup. J'ai déjà fait du droit, il faut avoir fait du droit, c'est parfait. Et donc je suis ressortie de là en achetant un petit bouquin Devenir commissaire-priseur à la librairie du salon. Et voilà, et du coup je me suis inscrite en histoire de l'art, je pense 2 jours après, quoi. Donc voilà, c'est venu tard quand même. Et tu as fait combien de temps en histoire de l'art ? Alors en histoire de l'art, j'ai fait moins que du droit puisque je suis rentrée directement en 3e année par une passerelle. Ils ne voulaient pas de moi en première année parce que je pense qu'ils avaient trop de gens en première année. Et comme j'avais déjà 4 ans de droit, 5 ans d'études supérieures avec l'année de prépa derrière moi, à mon avis ça les ennuyait de m'avoir en première année. Donc je suis rentrée direct en 3e et j'ai fait donc une 3e année de licence, un master 1 que j'ai fait en 2 ans parce que j'ai passé une première fois l'examen que je n'ai pas eu, et donc je me suis réinscrite en master 1 pour terminer mon mémoire que j'avais pas terminé, et voilà. D'accord. Donc 3 ans en tout. D'accord, 3 ans d'histoire de l'art, et après directement... la deuxième tentative d'examen réussie, donc ouais. Voilà. Et ensuite tu rentres directement dans le bain ensuite tu rentres directement dans le bain. Alors c'est facile, oui et non, de trouver un stage tout de suite. Ouais. Donc j'ai un peu, je crois qu'on a les résultats en octobre, mi-octobre, j'ai commencé en janvier. Donc il y a eu un petit mois et demi de recherche, mais voilà, j'ai commencé en janvier dans une étude à Coulommiers en Seine-et-Marne, comme stagiaire, première année commissaire-priseur. Et comment c'était ces premières années de stage en tant que commissaire-priseur ? À la fois c'était super parce que ça y est, j'étais un peu après un peu des années d'errance à me dire qu'est-ce que je vais faire. Ça y est, j'avais un truc qui me plaisait et j'avais réussi à faire ce pourquoi je m'étais réorientée, donc c'était top. Et en même temps, c'est vrai qu'à Coulommiers c'était difficile. C'était pas le marché de l'art rêvé comme on peut en rêver quand on pense à ce métier, aux très belles ventes avec des objets hyper prestigieux et très très chers, etc. Mais en même temps, c'était très très formateur parce que de tout et puis voilà, des ventes très régulièrement, donc non, très formateur.
et puis physique parce que c'est un métier où il faut un peu savoir tout faire aussi. Donc et souvent dans les études, particulièrement les petites études de province ou de région parisienne, il n'y a pas beaucoup de personnel, donc il faut savoir faire un peu de manutention, un peu de tri des cartons qui arrivent de la succession de Madame Martin, où on a tout embarqué, et donc il faut savoir trier la vaisselle courante et en même temps les choses qui peuvent être mises à part et vendues un petit peu plus cher, donc voilà, très très formateur, physique mais très formateur. J'étais très musclée après une année à Coulommiers. C'est bien. Et aujourd'hui, tu es spécialisée dans les montres et les bijoux. Oui. Comment est-ce que cette spécialisation est arrivée ? Un petit peu aussi en apprenant et au fur et à mesure. En fait, après, c'est vrai que ma deuxième année, je l'ai faite à Drouot Estimation, donc la maison dans laquelle je suis toujours, à Paris. Et c'est une maison où on fait énormément de ventes de bijoux, on a énormément de bijoux. Donc c'est un domaine que j'ai bien aimé déjà, enfin que j'aimais déjà un peu, mais que j'ai beaucoup appris à Drouot Estimation déjà pendant ma deuxième année de stage. Et puis ensuite, c'est un petit peu par affect, c'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est un métier où on voit de tout, où on doit être un peu calé sur tout, mais en même temps il y a plein de domaines qui m'intéressent moins et dans lesquels j'ai moins de connaissances, parce que comme ça m'intéresse moins, je vais moins aller voir d'expositions sur ce sujet-là, ou je vais moins m'intéresser aux productions contemporaines dans ce sujet-là, enfin voilà. Alors que les bijoux, c'est vrai que ça m'a toujours un peu intéressée, pas passionnée, mais un peu intéressée. Et c'est vrai qu'en en voyant beaucoup et en ayant l'occasion d'en voir des très beaux, anciens, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un domaine que j'aimais beaucoup et qui me passionnait finalement. Donc voilà. Et je pense que je suis très matérialiste, finalement, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens où je m'attache beaucoup aux objets et j'adore l'idée qu'ils ont eu une histoire, etc. Et je trouve que le bijou, pour le coup, c'est vraiment un objet qui, plus que les autres, je pense, a une histoire à raconter, et dans les modes et les styles, et en même temps dans l'histoire personnelle des gens qui les ont offerts, qui les ont portés, qui les vendent. Donc voilà, ça a un vrai passé, je trouve, et un vrai truc autour du bijou qui me plaît beaucoup, contrairement à une commode où il y a plein de gens qui sont très attachés à la commode de leur grand-mère. Mais il y a encore plus de gens pour qui le bijou que leur grand-mère portait tout le temps, ça a une vraie valeur sentimentale. Donc j'aime beaucoup ça aussi. Ouais. Et Drouot, où tu es encore aujourd'hui, c'est comme une des maisons les plus prestigieuses, on va dire, de France. Ouais. J'imagine que les places sont chères en tant que stagiaire. En tant que stagiaire, pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de maisons de vente qui officient à Drouot, de commissaires-priseurs qui ont leur étude propre et qui sont actionnaires de l'hôtel Drouot et qui donc peuvent organiser des ventes là-bas, et qui fonctionnent pas mal avec les stagiaires commissaires-priseurs, justement parce que c'est mine de rien des stagiaires plus compétents peut-être, ou en tout cas qui sont censés être un peu plus compétents qu'un stagiaire universitaire qui est en première année d'histoire de l'art et puis qui n'a pas forcément pour objectif de faire ce métier, donc qui est pas forcément qui est peut-être pas motivé comme quelqu'un qui veut faire ce métier. Et ensuite c'est du coup une masse de salariés potentiels pas très chers, parce qu'on est payé pas comme un stagiaire classique, mais il y a une convention et c'est un petit peu moins que le SMIC, je crois. Donc voilà, c'est pas trouver un stage comme commissaire-priseur, c'est pas forcément compliqué. Enfin, comme stagiaire commissaire-priseur à Drouot, c'est pas forcément compliqué. C'est d'y rester après qui est plus difficile. Et ça, justement, comment on fait pour y rester ? Ça, c'est compliqué. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce qu'au pile au moment où j'étais diplômée, le fonctionnement de Drouot Estimation changeait. Et donc, ils cherchaient des jeunes, pas forcément, mais des commissaires-priseurs, en tout cas comme salariés fixes. Et c'était vraiment au moment où moi, j'étais diplômée. Et comme j'étais stagiaire de la maison depuis 1 an et que ça s'était très bien passé, on m'a proposé de rester. Il y a combien de commissaires-priseurs ? À Drouot Estimation, on est 5. À Drouot, c'est énorme. C'est peut-être 100, 150. Ouais. Okay. Et donc, tu es spécialisée dans les montres et les bijoux. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir faire estimer un bien pour ensuite le vendre. Oui, bien sûr. N'importe qui. En fait, on a un bureau qui est ouvert, qui est en face de l'hôtel des ventes. Donc, c'est assez pratique comme endroit. Et qui est comme une boutique, une boutique vitrée, vraiment, pignon sur rue. Et on reçoit tous les jours, du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 17h. Et c'est sans rendez-vous. Donc, en fait, les gens entrent.
avec leurs objets ou des photos de leurs objets. Alors pour les bijoux, c'est plus difficile sur photo parce qu'il faut vraiment les regarder. Comme c'est des petits objets, souvent les photos sont pas très très bonnes. Enfin, si on veut les voir en tout cas de près, c'est toujours difficile. Mais voilà, ils viennent avec leurs objets, ils prennent un petit ticket parce qu'on reçoit beaucoup de monde, donc il y a un petit ordre de passage à respecter pour pas que ça se dispute en salle d'attente. Et puis ils sont reçus par un commissaire-priseur, donc pas forcément le spécialiste du département parce qu'on est tous généralistes, donc on est tous capables de donner une estimation sur un peu tout et n'importe quoi. Et puis s'il y a besoin vraiment d'une compétence très spécifique, on appelle soit le commissaire-priseur du département, soit un expert. Et voilà, on est en général capable de donner une estimation pour tout et n'importe quoi. Agro-estimation, ouais. Ok. Et comment justement est-ce que tu fais pour estimer un objet ? Alors, déjà, je le regarde. Et pendant que je le regarde, je fais un peu parler les gens. C'est-à-dire que je leur demande quelle est l'histoire, parfois. Parce que ça donne pas mal d'indices, ça, quand même. Savoir, voilà, d'où ça sort, comment ils en sont devenus propriétaires, quelle est l'histoire connue, en tout cas, ce qu'ils peuvent me raconter sur l'objet. Et puis après, ça dépend un petit peu des objets. C'est-à-dire qu'un tableau, je vais le regarder, puis je vais quasiment presque tout de suite le retourner. Et ça, les gens, souvent, quand je leur demande, par exemple, sur photo, et qu'ils m'ont pris une photo que du recto du tableau, je leur demande le verso, ils l'ont pas fait. Et c'est vrai que sans le verso, c'est très compliqué, parce que le dos donne beaucoup d'indications, parce que ça nous donne le support, donc la toile. Est-ce que c'est une toile, un panneau ? Est-ce que c'est une toile ancienne ou récente ? Est-ce que c'est un panneau parqueté ? Donc ça donne des indications de période. Il y a aussi parfois plein d'indications au dos, des inscriptions, des cachets de propriétaires, voilà, plein de choses qui peuvent nous aider à le situer déjà dans le temps. Et puis ensuite, donc ça c'est si c'est un tableau. Si c'est un tableau plus moderne et qu'il y a une signature, on a des bases de données, donc c'est plus facile. Alors après, il y a plein d'artistes qu'on connaît parce qu'à force d'en voir, on sait à peu près combien ça vaut. Mais il y a plein d'artistes un peu plus rares sur le marché où on a des bases de données qui regroupent tous les passages en vente pour tel ou tel artiste. Enfin, si en tout cas il est référencé. Et puis, du coup, ça veut dire que voilà, pour un artiste qui s'appelle Michel Martin, et ben on va avoir tous les passages en vente référencés des tableaux de cet artiste. Et donc, on va comparer par rapport au sujet, par rapport au format, par rapport à l'état du tableau que le client nous présente, combien on pourrait en espérer en fonction des résultats récents en vente aux enchères en France ou dans le monde. D'accord, donc c'est vous qui estimez le prix oui. après, avant vente. Et après, il y a beaucoup une question de mode aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses, quand on n'a pas un nom et donc une cote à laquelle se rattacher. Je me souviens qu'en formation, on avait un commissaire-priseur qui nous donnait des cours de ce qu'on appelle le tour de salle, c'est-à-dire que on avait une vingtaine d'objets dans une salle et on devait faire les fiches assez rapidement. On avait un temps imparti, 1 heure pour 20 objets, et donc on devait faire les fiches descriptives, dater et estimer cet objet. Et il nous disait régulièrement, pour estimer un objet, quand vous n'avez rien pour vous raccrocher, c'est-à-dire pas de code, pas de nom, pas de signature, posez-vous la question, est-ce que j'en voudrais ? Est-ce que ma mère en voudrait ? Est-ce que mes copines en voudraient ? Est-ce que ma grand-mère en voudrait ? Si tout le monde en veut, c'est quand même plutôt bon signe. C'est-à-dire que c'est un objet qui, sur le marché actuel, va être plutôt à la mode, plutôt recherché, plutôt tendance. Voilà. Si personne n'en veut, à part votre grand-mère, c'est déjà plus compliqué à vendre. Si vraiment plus personne n'en veut, c'est que c'est quasiment invendable. Alors, sauf très rares exceptions, mais voilà, il y a plein de choses comme très rares exceptions. Par exemple, les objets d'art d'Asie ou les objets d'art islamiques qui sont plus compliqués parce qu'autour de nous peut-être personne n'en voudrait, mais il y a un vrai marché dans ces pays-là et voilà. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne manière, je l'ai toujours retenu cette phrase et cette question à se poser de est-ce qu'on en voudrait, est-ce que c'est à la mode. Et pour les bijoux particulièrement, alors les montres c'est un peu différent aussi, mais il y a aussi une question de mode quand même, mais il y a aussi une vraie dimension de collection et qui rentre en jeu, des modèles rares, des modèles anciens, etc. qui plaisent pas forcément à tout le monde quand on n'est pas averti, mais qui vont plaire à plein de gens qui recherchent tel ou tel modèle, telle année. Mais pour les bijoux, il y a une vraie question de mode aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, une bague Marguerite avec un saphir, un entourage de diamants monté sur or jaune, il y en a plein. C'est pas forcément ceux dont tout le monde... Enfin, c'est pas la bague de fiançailles rêvée de toutes mes amies qui potentiellement se fiancent en ce moment. Donc c'est plutôt signe que j'en ai vu plein, que j'ai pas entendu beaucoup d'amis qui en cherchaient, donc je vais pas la vendre super cher, à moins d'avoir un saphir magnifique. Et là, je vais plus le vendre même. Oui, je le prends quand même. Après, alors tout dépend de la valeur. C'est-à-dire que si vraiment c'est un tout petit bijou à 50 €, c'est pas forcément intéressant ni pour nous ni pour le client d'ailleurs de le vendre aux enchères, parce qu'il y a quand même des frais de vente,
que si c'est pour le vendre 50, effectivement, il ferait mieux de le vendre tout seul de son côté, soit chez un bijoutier, soit maintenant il y a plein de moyens internet, etc. Mais des petites sommes, 200, 300 euros, oui, bien sûr. D'accord, c'est pas dans les mêmes ventes. Des produits à 300 Oui, bien euros. sûr. Okay. C'est pas dans les mêmes. Ça arrive même plus que des produits à 300 000. Hein. donc non, c'est pas dans les mêmes ventes juste. C'est-à-dire qu'il y a des ventes qu'on appelle courantes et des ventes cataloguées. Donc dans les ventes courantes, il y a plutôt effectivement les objets un petit peu plus, un petit peu moins rares, un petit peu plus classiques, etc. Et puis les ventes cataloguées, qui sont les ventes avec un catalogue papier, une publicité plus importante et les objets plus rares et plus précieux. Et combien de temps tu mets entre le fait d'estimer tous ces objets et l'organisation de la vente ? En fait, ça se fait un petit peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que, par exemple, nos ventes de septembre, là, l'hôtel Drouot a réouvert il y a une semaine à peu près, 10 jours. On a fait 2 ventes une vente la semaine dernière, une vente cette semaine. Elles avaient été bouclées et mises en ligne au mois de juillet. Parce que tous les objets qui étaient rentrés en juin et juillet avaient été fichés, photographiés et inclus dans les ventes de septembre. Et du coup, voilà, ces ventes-là, elles étaient prêtes. Et donc, il y a eu un peu de délai pour les vendeurs parce que c'était arrivé peut-être en juin et qu'il y avait la fermeture du mois d'août et donc ça a mis un peu plus de temps. Mais sinon, je dirais que c'est à peu près un mois. C'est-à-dire que ça se remplit assez vite. Et toi, quand tu fais une vente en tant que commissaire-priseur, tu vends uniquement des objets que toi, tu as estimés ? Non. Ou non, pas forcément ? Non, pas forcément. Comme on est 5 commissaires-priseurs à Drouot Estimation, tous les 5, on reçoit les clients à tour de rôle dans les bureaux. Et donc, tous les 5, on rentre des objets. Et voilà. Après, moi, je vais plus peut-être choisir un petit peu dans quelle vente je mets quel objet. C'est-à-dire qu'il y a aussi des ventes qu'on oriente un petit peu sur, par exemple, dans lesquelles on inclut de la mode et des accessoires de mode, donc des sacs à main, des bijoux signés, mais pas forcément très très chers, etc. Donc là, par exemple, si j'ai eu une petite... Enfin, j'ai pas forcément rentré moi, mais justement, un collègue a rentré une petite bague un peu mignonne, qui sort un petit peu de l'ordinaire mais qui mérite pas non plus d'être en catalogué parce qu'elle va peut-être être aussi un peu dépréciée dans une vente cataloguée parce que ça va être la moins jolie de la vente et que c'est pas forcément la mettre en valeur. Et ben je vais dire, enfin on va dire, parce qu'on est 2 au département montre et bijoux, donc Aude et moi on va dire celle-là il vaudrait mieux la mettre dans cette vente là. Voilà, on oriente un petit peu dans quelle vente, mais on n'adjuge pas forcément uniquement les lots qu'on a rentrés nous parce que là pour le coup ça prendrait peut-être trop de temps à organiser. Et combien de temps dure une vente ? Alors en moyenne, on a en fait à l'hôtel Drouot, les ventes commencent à 14h en général. On peut les faire commencer à 13h30, un petit peu plus tôt quand on a une vente chargée. Et on est un petit peu obligé de terminer à 18h parce qu'ensuite on est susceptible de payer une amende si on termine en retard. Parce que du coup ça fait rester tout le personnel de sécurité, de voilà, tous les vigiles. Pendant tout ce temps-là, vous êtes voilà, pendant tout ce temps-là, en moyenne il y a à peu près 300, oui sur scène. À la tribune, on dit à la tribune. Mais oui sur scène, oui. On est de 14h à... En général, on finit, comme on se dépêche un petit peu au début pour justement être un peu à l'aise après et pouvoir terminer tranquillement et pas sous la pression de l'horloge, en moyenne, on finit vers 17h30, 18h45. Donc 3h30, 3h45. Sur combien d'objets à peu près ? 320, 350, ouais, à peu près. Ouais. Donc ça va assez vite. C'est 90 lots à l'heure à peu près. Et quand tu vois qu'un lot ne prend pas, ça arrive, ça, qu'il n'y ait aucune offre ça arrive, oui, bien sûr, ça arrive. En général, c'est parce que c'est estimé trop cher par rapport justement à tous ces critères qu'on a évoqués. Donc, est-ce que c'est recherché ? Est-ce que c'est à la mode, etc. Et puis, est-ce que les matériaux sont assez jolis aussi ? Est-ce que la pierre est pas très belle, un peu abîmée, etc. Tout ça, ça joue. Mais oui, ça arrive, bien sûr, oui. On met à prix et puis il n'y a personne. Alors sur certains objets on a un prix de réserve, c'est-à-dire qu'on a déterminé avec le vendeur à l'avance au moment où on a signé le contrat un prix en dessous duquel il n'était pas d'accord pour vendre, et en général on est aussi d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'on se dit oui effectivement en dessous de 150 € ce serait vraiment dommage et vous feriez mieux de la reprendre et de la vendre de votre côté. Donc à ce moment-là si on a un prix de réserve on ne peut pas baisser la mise à prix. Donc si on a commencé par exemple à 120 en espérant que quelqu'un dise 150 pour atteindre le prix de réserve et qu'à 120 il n'y a personne, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est pas très joli mais on appelle ça ravaler, donc on ravale ou on rachète aussi on dit moins vulgairement et puis le lot n'est pas vendu et voilà on passe au suivant.
Mais si j'ai pas de prix de réserve, je peux baisser. C'est-à-dire que si on avait convenu avec le vendeur qui voulait vraiment pas le récupérer et que on vendait coûte que coûte, à ce moment-là, si j'ai mis à prix à 120 et qu'il y a personne, je peux proposer à 100. D'accord. Et en général, ça finit par fonctionner quand même. Après, il m'arrive, mais c'est assez rare, de choisir de pas trop descendre, même s'il n'y a pas de prix de réserve, en me disant que vraiment c'est donné et que ça m'ennuie de lâcher un objet vraiment pas cher. Parce que je considère que peut-être il faudra le représenter une prochaine fois et que cette fois-là, il n'y avait pas les acheteurs nécessaires ou intéressés dans la salle ce jour-là. Et que en le représentant ça marchera mieux et que voilà, ça vaut pas le coup de le brader. Et en plus c'est aussi pour une question un peu d'ambiance, c'est-à-dire que si on commence à brader les objets, les acheteurs attendent que ça après. Ils ont tendance à vouloir attendre et ça casse un peu le rythme de la vente, c'est-à-dire qu'ils vont attendre que je baisse, ils vont être moins proactifs dans les enchères, ils vont moins se dépêcher pour porter les enchères et donc je vais perdre un peu de temps et puis je vais peut-être moins bien vendre. Est-ce que ça t'est arrivé aussi qu'un objet parte beaucoup plus cher que ce que tu avais estimé ? Tout le temps, ouais. Ouais, tout le temps, particulièrment pour les belles pièces. C'est-à-dire que très souvent, oui, on a des très belles surprises et il y a des objets qui font 4-5 fois le prix, parfois même un zéro de plus. En décembre dernier, on avait une vente une vente cataloguée avec un diadème. Donc déjà, c'est une pièce très rare sur le marché et c'était une très jolie pièce qu'on avait attribuée à Cartier. Donc il y avait plein de bons, je dirais, c'était plein de bonnes choses pour que ça fonctionne bien. On l'avait un peu estimé prudemment parce qu'il n'y avait pas tant de recul que ça finalement sur le prix que ça pouvait faire un objet comme ça. C'était un diadème Cartier de 1911, donc voilà, une pièce hyper rare. Et ça, on l'avait estimé, je crois, 50 000 et il a fait 450 000, donc c'est quasiment un zéro de plus. Donc là, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup plus que l'estimation. Mais oui, ça arrive très souvent. Et souvent aussi, pardon, je te coupe, on met une estimation qui est un peu attractive. C'est-à-dire que volontairement, quand les vendeurs sont d'accord, en tout cas, je leur dis, enfin en tout cas à Dro Estimation, après il y a d'autres maisons de vente qui fonctionnent autrement, c'est-à-dire qui ont pour politique d'estimer plus cher parce qu'elles pensent que ça va valoriser l'objet de l'estimer cher. Moi, j'ai tendance, enfin nous, en tout cas à Dro Estimation, on est un peu tous dans le même moule, à se dire qu'il faut attirer un peu aussi les acheteurs et être un peu attractif. Et qu'en attirant un maximum d'acheteurs potentiels, ne serait-ce qu'à l'exposition, avant la vente, qui du coup, par le fait du prix pas trop cher, se projettent un peu, donc viennent essayer l'objet, enfin le bijou, et puis s'y attachent et puis se disent qu'ils le veulent. S'ils sont 5 dans ce cas-là, en général, ils vont avoir plus de mal à lâcher que s'il y en a eu que 2 parce que c'était un peu cher et que du coup, voilà, on a attiré moins de monde. Donc très régulièrement, oui, on fait plus que les estimations parce qu'on a des estimations prudentes. Et la typologie de personnes qui assistent à ces ventes, c'est plutôt des gens qui achètent pour d'autres ? Ou c'est des acheteurs Il y a un peu de tout. Il y en a, effectivement. Il y en a. Souvent, c'est des pros quand même qui achètent pour d'autres, c'est-à-dire des revendeurs, donc des antiquaires, ou enfin pour les bijoux, en tout cas, des revendeurs. Et c'est un chat. Et un chien. Combat de chiens et chats dans le parc Monceau. Voilà, c'est quand même rare. Et donc, je sais plus ce que je disais, que oui, des acheteurs pros qui achètent pour d'autres. Mais il y a aussi des particuliers, il y a aussi des collectionneurs, en tout cas pour ces pièces-là importantes. C'est aussi pas mal de collectionneurs, pour les bijoux anciens particulièrement. Donc non, il y a un peu de tout. Et français, étrangers ? Pareil, un peu de tout. Alors malheureusement, pour les très belles pièces, il y a souvent quand même des acheteurs étrangers. Ouais. Il y a des Français encore, ils ont parfois le dernier mot, mais voilà, c'est très souvent le diadème, en l'occurrence, il est parti aux États-Unis. Donc voilà. Une question qu'on doit souvent te poser, est-ce que ça arrive souvent que des gens achètent, décident, ont le dernier mot sur une pièce et finalement se rétractent ? Alors normalement ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'adjuge et donc où le marteau tombe et où je prononce le mot adjugé, juridiquement, il y a un transfert de propriété qui s'opère, donc le vendeur n'est plus propriétaire et l'adjudicataire, ce qu'on appelle l'adjudicataire, donc l'acheteur est propriétaire. Donc il peut pas se rétracter, il n'y a pas de droit de rétractation comme sur Internet ou sur Amazon où on a 15 jours pour renvoyer l'objet si on n'est pas content, etc. En revanche, on est tenu, nous, commissaires-priseurs, par la loi et par la réglementation professionnelle de notre métier, de délivrer un objet conforme à la description. C'est-à-dire que si effectivement, dans la description, il n'était pas notifié un accident, par exemple, ou que
Pardon, on s'est trompé sur une pierre, c'est-à-dire qu'on a dit que c'était un diamant et c'en est pas un, etc. Là, bien sûr, il y a annulation de la vente et rétroactivité. Donc, le vendeur devient de nouveau propriétaire, l'acheteur est de nouveau propriétaire de l'argent qu'il nous a versé pour qu'on le reverse au vendeur et la vente est annulée. Mais sinon, non, théoriquement, il n'y a pas de rétractation. En revanche, il arrive parfois, comme c'est public et qu'il n'y a pas d'enregistrement préalable avant la vente, mais ce qui est bien parce que du coup, ça respecte le principe de publicité et du fait que tout le monde puisse enchérir, même en dernière minute en arrivant dans la salle parce qu'on a couru dans les escalators pour arriver à l'heure, etc. Et ben, il arrive que des acheteurs disparaissent un peu dans la nature, c'est-à-dire qu'on adjuge et puis ils disparaissent. Alors, c'est moins le cas en salle parce qu'en salle, on a ce qu'on appelle un crieur, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour relayer mes enchères et les enchères de la salle et puis pour aller chercher, dès que l'adjudication est prononcée, une pièce d'identité ou un moyen de paiement et un nom. Donc ça, ça sauve un peu quand même. Mais c'est beaucoup le cas pour les acheteurs qui enchérissent soit par téléphone, soit par Internet. Donc qui se sont inscrits à la vente et puis qui ont enregistré sur le site de Drouot Live, en l'occurrence chez nous, leurs coordonnées, une carte bleue, etc. Mais qui après la vente s'évaporent un peu dans la nature et qu'on appelle, qu'on relance par recommandé et puis qui finissent par pas payer. Alors, il y a un système juridique pour pallier à ça, mais qui n'est pas très, très souvent mis en application, qui s'appelle la folle enchère. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, la vente est annulée. Au bout de 3 mois sans règlement, la vente est annulée. Et on peut représenter le lot, c'est au choix du vendeur, hein, mais on peut représenter le lot sur folle enchère. Et si le lot est adjugé la deuxième fois moins cher que la première adjudication, le premier acheteur est censé payer la différence au vendeur. Okay. Ça ne se fait jamais parce que s'il a disparu dans la nature, ça ne se fait jamais. Ça a dû se faire historiquement, ça a dû se faire, mais c'est vrai que. Mais toi, ça t'est jamais arrivé? Non, on n'a jamais eu la différence réglée. En général, si l'acheteur disparaît, il est encore moins là pour payer la différence d'un objet qu'il n'aura pas. Donc voilà. Et il arrive aussi que des gens payent et puis mettent 3 ans à venir chercher leur objet. Ça arrive aussi. Ah oui. S'ils sont loin, qu'ils sont enchéris par téléphone, etc. Ils règlent tout de suite et puis ça reste dans notre stock en attendant qu'ils veuillent bien débarquer à Paris ou envoyer un transporteur pour venir chercher. Ouais. Et tout à l'heure, tu nous parlais du diadème. Est-ce que tu as eu d'autres objets atypiques que tu as vendus Oui, alors atypiques, alors pas forcément en bijoux. Alors en bijoux, il y en a tout le temps. Il y a eu des très jolies pièces. On a eu plein de choses. On a eu un très joli bracelet 1 an avant. Cartier encore. Cartier, c'est vraiment en général des pièces hallucinantes quand c'est des pièces des années la première moitié du XXe siècle, donc 1900-1950, c'est en général des superbes pièces. Et là, c'était un bracelet, un ruban, donc un gros ruban d'or gris, laqué noir. Donc c'est une technique, la laque, c'est une technique au départ asiatique. Et là, Cartier l'avait développé dans les années 25-30. Donc laqué noir, donc une matière hyper brillante, hyper un peu souple quand même, et ouvert avec à chaque extrémité de l'ouverture 2 clips qu'on pouvait soit clipser donc au bout du bracelet, des clips en platine, or gris et complètement pavés de diamants, soit détachés du bracelet et portés en broche, donc de chaque côté d'une veste ou de chaque côté des manches. Voilà. Ça, c'était magnifique aussi. Je crois que ça s'était vendu 150 000 € ou quelque chose comme ça. Et c'était une superbe pièce. Après, des objets atypiques, j'ai eu l'année dernière, cette année, j'ai eu toute une bibliothèque érotique. Okay. Voilà. Donc c'était assez amusant parce que c'était un jour où je recevais dans les bureaux et puis je sors du bureau en disant la personne suivante comme on le fait habituellement, et puis donc le numéro 45, c'est 2 petites dames d'un certain âge quand même qui arrivent dans mon bureau, et puis l'une parle plus que l'autre et je les sens un petit peu gênées quand même, et puis elles avaient un document Excel imprimé avec toute une liste et elle m'explique qu'en fait le mari de la petite dame qui ne parlait pas donc était collectionneur de livres érotiques, donc en tout genre, du 17e au 20e siècle. Ça passait des livres, des poèmes érotiques du 17e siècle aux livres sexe de Madonna qu'elle a édité dans les années 80 avec des photos érotiques et puis 2-3 phrases sur les positions favorites de Madonna. Donc voilà, c'était très très varié comme collection, et ça c'est amusant parce que comme c'est moi qui étais tombée dessus dans les bureaux, c'est moi qui ai hérité de la vente de cette bibliothèque, ce qui arrangeait bien mes collègues parce que ça m'a valu pas mal de blagues et donc on a préparé la vente avec une experte, donc c'était amusant en plus parce qu'on était 2 femmes.
déjà, le milieu du livre ancien, c'est un milieu principalement masculin quand même. Enfin, en tout cas, tous les antiquaires et collectionneurs, c'est souvent des hommes et assez âgés, donc avec peut-être pas forcément très très ouvert sur les femmes et là c'était très drôle parce qu'on était 2 femmes, donc la commissaire-priseur et l'experte. On a bossé sur la vente, on s'est beaucoup amusé parce que la séance photo avec le photographe, bien sûr, ça a été très drôle. Il y avait un peu de petits objets aussi érotiques, donc c'était marrant. Et puis la vente, c'était très drôle parce que ça m'a permis quand même de faire 2-3 blagues. J'avais quand même principalement un public masculin une moyenne d'âge, je dirais, de 60, 65, 65 ans, qui m'a pas mal charrié aussi. Donc c'était un moment assez amusant. Ouais. Et finalement, ils sont tous partis Quasiment. Ouais. J'ai dû avoir... Là, pour le coup, il y avait beaucoup de lots. Je crois qu'il y avait 450 lots. Donc c'était une vente qui était entièrement que la bibliothèque de ce monsieur qui était assez connu quand même dans le milieu du petit milieu de Drouot et des collectionneurs. Donc on avait pu en plus communiquer son nom. La dame sa veuve était contente en plus que ça fasse vraiment une vente. On avait fait un petit catalogue, donc elle a été, je pense, assez heureuse. Enfin, en tout cas, elle m'avait dit qu'elle était assez heureuse du résultat. Et oui, ça avait plutôt bien marché. Ouais. C'est tout le monde, quasiment tous les lots avaient été vendus. Ouais. Raconter ta journée type. Oui. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas trop de journées type quand même, parce que déjà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, et puis 2, on bouge pas mal aussi. C'est-à-dire que la journée type classique quand même, c'est la réception des clients. Donc si je suis prévue à la réception, on est 2 commissaires-priseurs en général prévus pour la journée, et donc on se relaie. Alors on s'organise en fonction de l'affluence. S'il y a beaucoup de monde, on est 2 en même temps, et puis sinon on a une demi-journée chacun. Et donc si j'ai une demi-journée, je reçois des clients toute la matinée par exemple, et donc je signe avec eux soit des contrats de vente directement quand je peux estimer tout de suite l'objet et qu'ils sont tout de suite d'accord, soit des contrats de dépôt, donc pour les objets pour lesquels il y a besoin de faire un peu plus de recherche ou que je voudrais montrer à un expert, etc. Et donc ça c'est la matinée. Et puis ensuite si j'ai l'après-midi de libre, très souvent elle est plutôt consacrée à l'organisation des ventes justement, donc à la ce qu'on appelle au cataloguing, donc à ficher des objets, ce qu'on appelle ficher aussi, donc faire le descriptif de tous les objets qui vont passer, donc décrire une bague en or jaune 18 carats ou 14 carats ou 9 carats, ornée d'un diamant taille brillant moderne ou taille ancienne, en certigriffe ou en certigrain ou en certiclos, faire tout le descriptif, donner son poids, et puis organiser les séances photos. Après, l'autre possibilité, c'est d'être en inventaire, donc en déplacement à l'extérieur, pour des clients qui peuvent peut-être pas se déplacer ou qui ont vraiment tout un appartement à estimer et qui peuvent pas venir avec 70 photos dans les bureaux. Donc à ce moment-là, on se donne rendez-vous à domicile et on procède à tout l'inventaire des objets et des meubles que les gens veulent nous montrer. Et donc ça, c'est assez marrant. Tu as fait aussi pour le collectionneur de livres érotiques, tu t'étais déplacée. Alors, moi, j'y étais pas allée parce que c'était en province. Alors, c'était à La Rochelle, je crois. Donc là, c'était l'experte qui était allée toute seule. Moi, j'avais déjà toute la liste de la dame, l'Excel, et je m'étais dit que je serais pas très très utile à l'experte parce que pour le coup, les livres, c'est un domaine qui peut être amusant quand il y a vraiment un thème, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé au premier abord comme ça. Donc j'ai laissé l'expert y aller tout seul, et en plus ça bloquait vraiment une journée à une période où c'était compliqué. Donc non, elle y est allée toute seule. Mais oui, ça peut arriver effectivement qu'on aille passer une journée entière à Paris ou en province. J'ai une de mes collègues qui allait passer 3 jours au Maroc il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est assez amusant parce qu'on peut être amené à bouger. Cette semaine, j'ai été passer une demi-journée et j'ai même déjeuné chez des bonnes sœurs dans un couvent à Paris. 10h, et donc à 10h j'ai été accueillie par une bonne sœur et j'ai estimé leur petit trésor, c'est-à-dire principalement des pièces en or et des petits bijoux dont elles ont soit hérité par donation, soit par succession des sœurs qui sont entrées dans la congrégation. Et j'ai déjeuné avec elles après parce qu'elles ont absolument tenu à me faire déjeuner avec elles. Donc j'étais dans le réfectoire avec 50 bonnes sœurs. Après j'ai visité le couvent, la chapelle, leur chambre. Donc c'était super intéressant. Ouais. Ah ouais, non, c'est complètement... Tu fais des belles rencontres dans ce métier. Non, c'est vraiment des belles rencontres. Et puis on sait jamais sur quoi on va tomber. Si on m'avait dit que je serais dans un couvent et que je déjeunerais avec des bonnes sœurs
mercredi 18 septembre, ça m'aurait paru complètement fou. Et voilà, donc il n'y a pas de journée type. Je peux être dans un couvent, comme je peux être dans un appartement magnifique du 16e arrondissement, comme je peux être dans un petit studio ridicule, voilà, ou en province ou à l'étranger. Et je me rends pas compte, tu fais combien de ventes par mois ? En bijoux, on est à peu près à 2 à 3 ventes par mois. Donc ça occupe pas mal quand même, parce que la veille, il y a l'exposition toute la journée de la veille. Quand la vente est le vendredi, il y a une exposition le jeudi jusqu'à 21h. Donc ça occupe pas mal, c'est de 11h à 21h. Et puis le matin de la vente, il y a de nouveau une expo. Et la vente de 14h à 18h. Donc du coup, c'est vrai que quand il y a une vente, ça occupe 2 jours à peu près. Enfin, c'est même 2 jours entiers. Mais on est 2, encore une fois, au département bijoux. Donc, on se partage les ventes. Donc, voilà. Mais à peu près 2 à 3 ventes par mois en bijoux, en tout cas. Après, Draw Estimation, on a aussi les ventes mobilier objet d'art classique, mobilier objet d'art 20e. Et puis, des petites ventes de spécialités qui peuvent se rajouter, comme justement la vente érotique ou des ventes un peu ponctuelles comme ça. Donc, on est en ce moment, en plus, une grosse activité parce que reprise de rentrée. Donc, 4-5 ventes par mois. D'accord. C'est une part. Ça fait des grosses journées quand même. Oui, grosse journée, ouais. Oui, c'est. Est-ce que c'est un milieu assez mixte ? Tout à l'heure, tu parlais du côté antiquaire, etc., qui était plutôt masculin. Oui, ça le devient. Ça le devient quand même. De toute façon, il n'y a plus que des filles en droit et il y a beaucoup de filles en histoire de l'art aussi. donc oui, ça le devient par la force des choses. Dans les promotions récentes, il y a plus de filles que de garçons. Mais ça a été pendant très longtemps un milieu quand même très masculin. Et ça l'est encore, en tout cas, c'est encore quand même assez misogyne. Pas forcément les confrères commissaires-priseurs, quoique d'un certain âge un peu quand même, mais plutôt dans les acheteurs, effectivement. J'ai eu pas mal d'acheteurs, étant une femme, ayant été diplômée à 27 ans ou 28 ans. J'ai eu pas mal de messieurs quand même, mais c'est aussi des dames, mais d'une génération plus âgée, c'est-à-dire les gens entre 60 et 80, pour eux, le commissaire-priseur, c'est un monsieur de 60 ans en costume Prince de Galles. Ça peut pas être une jeune femme blonde qui fait 25-30 ans, un peu en jean peut-être, ou voilà, c'est un peu... Donc ils me demandent, mais vous êtes commissaire-priseur ? Vous êtes sûr ? Voilà, donc ça m'est arrivé de répondre, ah non, je suis la femme de ménage là, mais je fais un remplacement. Et donc, ah bon ? Je dis, mais non, madame, je suis commissaire-priseur, oui. Ah, d'accord, c'est étonnant, oui, oui. Ah, mais donc on peut être jeune ? Bah oui, il faut bien commencer, en fait, oui. Donc, non, c'est assez misogyne, mais je pense que ça va changer parce que voilà, il y a plus que des filles en droit. Et puis, les acheteurs, effectivement, c'est pareil, c'est des domaines un petit peu. C'est vrai qu'il y a des domaines réputés pour être un peu plus masculins et un peu plus misogynes que d'autres. Dans les bijoux, je le ressens pas du tout. Les acheteurs de bijoux, il y a pas mal de femmes. En plus, c'est un milieu quand même, mine de rien, qui tend qui est quand même lié à la féminité. Donc, il y a pas mal de femmes. Après, c'est vrai que dans les acheteurs de timbres, par exemple, il y a peu de femmes. Et donc, c'est souvent des vieux monsieur et qui n'ont pas tous une super image de la femme, je pense. Voilà. Mais bon, ça va s'arranger. Et qu'est-ce que tu conseillerais à des gens, justement, qui auraient envie de s'orienter dans le métier de commissaire-priseur ? Je pense que s'ils ont envie de le faire, c'est qu'il faut le faire parce que j'aurais tendance à penser que c'est un métier qu'on fait pas forcément par hasard, c'est-à-dire que on n'arrive pas un peu là parce qu'on est poussé, quoique c'est un peu mon cas, mais en même temps ça m'était quand même venu, c'est un métier que j'avais découvert un peu tôt, donc j'avais quand même, je pense, toujours eu ce petit truc dans mon cerveau, mais je l'avais juste oublié. Mais je pense que les gens qui veulent faire ça, c'est que voilà, c'est qu'il y a des bonnes raisons et qu'il faut le faire. Après, c'est pas facile, hein, c'est un concours, c'est pas un gros taux de réussite. Il y a pas tant de gens qui le passent que ça. Il y a 200-250 personnes par an nationales, donc c'est pas énorme par rapport au barreau ou médecine. Voilà. Mais il y a entre 15 et 20 personnes qui sont prises, donc c'est 10%, ouais, à peu près. C'est à peu près 10% de réussite à l'examen d'entrée. Après, il y a 3 chances, donc il faut pas abandonner, il faut persévérer. Je pense qu'il faut le faire aussi si on le fait parce qu'on aime les objets, mais je pense qu'il faut
pas se dire qu'on le fait juste pour les objets. Je pense qu'il faut pas oublier que c'est aussi un métier très commercial quand même, et qu'on est beaucoup en rapport avec les gens, et qu'il faut avoir quand même du contact, beaucoup, et que c'est hyper important. En tout cas, je pense qu'il faut que les gens nous fassent confiance, les vendeurs, les acheteurs aussi, parce qu'on est en relation avec eux aussi. Et puis, oui, il y a une grosse partie de négociation aussi dans la manière de donner l'estimation, les frais de vente. Voilà, faut savoir un petit peu sentir la psychologie des gens, avoir un petit peu de tact quand ce sont des objets auxquels ils sont attachés. Pas leur dire bah non ça vaut rien comme ça froidement de but en blanc quand c'est un objet hyper précieux pour eux et qui a une valeur sentimentale que nous on peut pas chiffrer et qui est bien au-dessus de 20 € du marché actuel, voilà. Donc non, il y a une grosse part, enfin je pense que c'est un métier hyper humain aussi, et ça il faut en être hyper conscient, parce que si on le fait que pour les objets et pour les salons feutrés des grosses maisons anglo-saxonnes, bah c'est bien, hein, c'est super aussi, parce que je pense que si on le fait c'est parce qu'on aime les objets et les belles choses, mais faut pas oublier les gens derrière et qui sont en premier en fait au départ. C'est les gens qu'on rencontre avant de rencontrer les objets. Moi d'abord je rencontre les gens et ensuite ils me sortent un objet. Donc voilà. C'est vrai, on l'oublie souvent d'ailleurs. Ouais, bah oui. Bah merci beaucoup Marion. Je t'en prie. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté Caféine. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci également à Marion d'avoir pris le temps de nous partager son parcours. N'hésitez pas à suivre Caféine sur Instagram, sur le compte caféine-podcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation.